Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-commerce de l'Institut Léonard de Vinci, classé numéro 1 depuis 10 ans. Je m'appelle Iria Castroyanez et aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à notre des étudiantes du MBA MCI, Delphine Desbeaumont, responsable marketing digital. Ensemble, on va parler e-commerce et traiter de nombreuses idées reçues sur l'e-commerce en France. Bonjour Delphine. Bonjour Iria, merci pour ton accueil. Je suis ravie de pouvoir répondre à toutes tes questions sur le e-commerce, sujet de ma thèse pour le MBA MCI. Super, cela tombe bien car l'e-commerce est un sujet qui nous concerne tous, que ce soit professionnellement ou personnellement en tant que consommateur. D'ailleurs, depuis toujours, ce sont les grandes marques qui dominent le marché de la vente en ligne. Est-ce que l'e-commerce est réservé uniquement aux grandes entreprises ? C'est vrai, lorsque l'on pense aux entreprises qui réussissent dans l'e-commerce, on pense toujours aux grands acteurs comme Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Vip, qui sont les leaders évidemment incontestables en termes de trafic et de chiffre d'affaires. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Iria, l'e-commerce est surtout l'affaire des petites et moyennes entreprises. Selon une étude de la FEVAD publiée en 2019, 99% des sites marchands réalisent moins de 10 millions d'euros et 77% moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Autant dire que tout le monde a sa place dans l'e-commerce. En effet, ces chiffres sont très encourageants pour les PME et les TPE. D'ailleurs, on a assisté cette année à une accélération massive de l'e-commerce depuis le début de la pandémie et chaque année, l'e-commerce prend une place de plus en plus importante dans la part des achats des Français, environ 14% en 2020. Penses-tu que cette croissance du e-commerce va faire disparaître le retail classique et par conséquent pourrait détruire par la même occasion de nombreux emplois ? Bonne question, Iria. Comme tu l'as dit, le e-commerce ne représente en 2020 que 13,4% du commerce total en France. Les 86,6% restants étant réalisés dans les magasins traditionnels. Ce canal n'en est donc qu'à ses débuts. Autre élément important à prendre en compte, la crise aura mis en avant l'importance du contact humain et du conseil. Le commerce physique a donc toute sa place et ne va pas disparaître à cause de la vente sur Internet. Mais c'est vrai que nous avons assisté à une accélération massive du e-commerce, comme tu l'as dit, en France et dans le monde. Et on pourrait croire effectivement que le commerce physique et le e-commerce sont opposés. Néanmoins, Iria, c'est tout le contraire qui se dessine. En effet, un client aujourd'hui qui ne trouve pas son produit dans un magasin ira sans problème commander son article sur le site web de la marque et inversement. Le client est phygital ou omnicanal. Il passe d'un canal à l'autre, ce qui en fait des canaux complémentaires. Les marques ont bien intégré ce mécanisme et adoptent aujourd'hui des stratégies cross-canal dans leur business. C'est ce qu'on appelle le Web to Store ou encore le ROPO, le Research Online, Purchase Offline. Cela leur permet d'optimiser le parcours client sur tous les canaux de distribution pour mieux convertir et ainsi récupérer l'ensemble de la donnée, la fameuse data. Si on prend l'exemple de Jouet Club, cette entreprise a mis en place une stratégie de commerce unifiée, ce qui leur a permis, pendant la crise sanitaire, de multiplier par 8 le chiffre d'affaires livraison à domicile et par 10 les retraits en magasin. Face à cette forte prise de conscience, unifier l'ensemble des canaux est donc la priorité numéro 1 des retailers en 2021 en France. Et côté crise sanitaire, on a pu observer que cela a fortement contribué à cette évolution des mentalités. De nombreux commerçants, on l'a vu, sont passés au click and collect comme option de livraison. Ce mode de consommation est d'ailleurs en train d'exploser puisqu'il représente entre 10 à 15% du volume du chiffre d'affaires dans certains secteurs comme la mode, le sport, l'alimentaire ou le bricolage. D'après une récente étude, le click and collect a permis, lors du premier confinement, d'augmenter les ventes en ligne de 92% contre 19% seulement pour ceux qui ne le proposaient pas. Un autre avantage du click and collect, ce sont les retraits, qui peuvent augmenter les achats supplémentaires de biens sur place de 40%. C'est un bon exemple de synergie entre les deux canaux. En 2021, on peut dire que l'âge de guerre entre les deux canaux est donc définitivement enterré. Le retail a bien accepté le e-commerce pour en faire son allié et a réalisé les nombreux avantages que la vente en ligne pouvait offrir. Les magasins sont maintenant poussés par cette tendance et modifient leurs approches et se réinventent en se transformant en rôle de conseil et en développant leur offre de services. La vente en ligne n'est donc pas un concurrent, mais un partenaire commercial sur lequel il faut s'appuyer et inversement, de la grande distribution au commerce de détail jusqu'à la vente d'automobiles
inconcevable encore hier. Bref, la frontière du commerce physique avec le e-commerce est en train de disparaître. Pour répondre à ta question sur les emplois, le e-commerce peut être réellement une bouée de sauvetage pour les e-commerçants. À titre d'exemple, 16% des commerces physiques inscrits sur eBay l'année dernière ont été sauvés par le site pendant la pandémie. Autant d'emplois sauvés. Enfin, la FEVAD a publié récemment une étude sur le marché de l'emploi lié au e-commerce, qui représenterait 200 000 emplois en 2020, soit une croissance de 54% en un an. Concernant les commerces physiques, la croissance du chiffre d'affaires de leur vente en ligne a augmenté de 66%, soit 2 fois plus que la moyenne. Par conséquent, loin de son image destructrice d'emplois et de fermeture de magasins physiques, le commerce en ligne serait aussi créateur d'emplois et aussi un vrai soutien des réseaux de distribution physique. On voit apparaître de nombreuses solutions e-commerce plus accessibles pour le novice du digital, mais pour de nombreux gérants des commerces physiques, l'e-commerce reste un métier à part entière. Certains ont d'ailleurs essayé et ont rapidement abandonné. Peux-tu nous en dire un peu plus à ces sujets ? Oui, Iria, avec plaisir. Pour se lancer dans le e-commerce sérieusement, on a effectivement besoin de quelques compétences pour savoir où on met les pieds. Mais de nos jours, la vente en ligne est essentielle pour la survie du commerce physique. D'ailleurs, beaucoup en ont fait le test pendant le confinement en se lançant dans le click and collect, qui, comme on le disait tout à l'heure, est une excellente solution pour commencer à vendre ses produits et attirer tes clients dans tes boutiques. C'est une pratique qui a gagné beaucoup de terrain et qui, d'après la FEVAD, est amenée à durer. Autrement, il existe en effet des sociétés qui proposent des accompagnements et des solutions simples adaptées à tout type d'entreprise. Plus besoin d'être développeur pour se lancer dans l'e-commerce. Aujourd'hui, un alternant en marketing digital, un apprenti ou encore un freelance peuvent aussi vous aider pour un budget raisonnable à franchir le pas. Cela dit, au-delà des compétences techniques liées aux interfaces et autres logiciels e-commerce, la logistique peut être un sujet nouveau et bloquant. Quel transporteur ? Quel système de livraison choisir ? Ou encore, quels emballages ? De la même manière que pour les CMS, il existe de nombreuses options pour sous-traiter cette logistique, comme le fulfillment. Il faudra donc bien réfléchir en amont à toutes ces questions. Malheureusement, malgré tous ces efforts, il est certain que tout le monde ne va pas rencontrer le même succès. Alors, pour maximiser vos chances de réussite, il existe quelques règles de base à respecter. Tout d'abord, le plus important est de travailler ton offre. Proposer des produits uniques et intéressants financièrement que vous ne retrouverez pas chez vos concurrents. Vous devez absolument vous démarquer. En plus de l'offre, vous devez vérifier que l'expérience client et les services proposés logistiques et frais de livraison correspondent aux attentes de vos clients. Posez la question de vos avantages concurrentiels. La plupart des échecs dans l'e-commerce viendraient d'un manque d'analyse de la concurrence, donc d'un produit mal positionné. Ensuite, il faut penser au design qui doit être suffisamment attractif. Le logo, le menu, l'UX design, les photos, tout ça pour optimiser votre expérience client. Certains de vos concurrents vont même jusqu'à pratiquer du eye tracking de leur site pour vérifier les zones chaudes avec des outils comme Hotjar pour analyser le comportement des utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur leur site. Bien évidemment, il est aussi indispensable de réfléchir au référencement naturel dès la création de son site et toujours chercher à continuer à l'alimenter par la suite avec de nouveaux contenus. Il existe aussi d'autres techniques marketing, comme l'emailing et le SEA, que vous pourrez utiliser. Pour un dernier conseil, testez toujours en conditions réelles. Ne vous fiez donc pas systématiquement aux remarques de vos partenaires, clients, et ne vous découragez pas trop vite, car il faudra compter entre 3 à 4 mois avant de récolter les premiers fruits de votre travail et de faire un bilan de votre lancement de business en ligne. On voit émerger le social commerce sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok, par exemple, avec des onglets shopping ou des fonctionnalités de live vidéo. Est-ce qu'en 2021, pour un marchand physique, faire la promotion de ses produits sur ces réseaux peut être suffisant pour se lancer dans l'e-commerce ? Qu'en penses-tu ? C'est vrai, Iria, qu'on parle beaucoup de live shopping actuellement et que la plupart des réseaux comme Facebook et Instagram ont mis en place des fonctionnalités de shopping et d'aide à la vente pour les marques. Néanmoins, croire que les réseaux sociaux vont être suffisants pour vous permettre de vendre est très risqué. Le social media rassemble avant tout des canaux de communication pour parler de votre actualité, de vos nouveaux produits, développer votre image de marque et engager vos communautés. Comme vous le savez déjà, les algorithmes de Facebook et de LinkedIn ne feront apparaître naturellement
que 5% au grand maximum de vos posts à votre communauté. Autant dire que vos efforts de visibilité auront un impact limité sans un investissement publicitaire de votre part. Par ailleurs, Iria, il faut garder en tête qu'il est dangereux, à l'instar des marketplaces, d'avoir une trop forte dépendance face à un réseau social qui peut disparaître ou être boycotté par ses utilisateurs du jour au lendemain. Enfin, si le social commerce est en plein développement comme le live shopping, il reste assez anecdotique et doit venir en complémentarité de canaux supplémentaires comme un site e-commerce. L'e-commerce prend une place de plus en plus importante. D'après toi, Delphine, allons-nous revenir en arrière ? Oui, Iria, c'est vrai qu'il est tentant de croire que les consommateurs vont retrouver leurs habitudes et diminuer leurs achats sur Internet. Si on écoute l'un des grands experts du e-commerce en France, Fred Cavazza, selon lui, le e-commerce est une vraie tendance de fond depuis plus de 40 ans. Les consommateurs n'ont donc pas découvert le e-commerce pendant la période du Covid. Il ajoute aussi que les usages numériques sont en croissance constante depuis plus de 20 ans, dont les achats en ligne qui bénéficient d'une croissance annuelle à 2 chiffres depuis 2 décennies. Il y aura évidemment un léger ajustement des modes de consommation, mais un retour en arrière paraît difficile à croire. D'ailleurs, d'après une étude Kantar, 6 consommateurs sur 10 indiquent qu'ils continueront à faire leurs achats en ligne à la fin de la crise sanitaire. Donc, ce phénomène de croissance du e-commerce est aussi amplifié grâce à l'innovation technologique permanente, comme le shopping social, la logistique plus fluide, les enceintes connectées ou encore la réalité virtuelle, qui offrent des modes d'utilisation toujours plus simplifiés, améliorant l'expérience et la satisfaction client. Iria, pourquoi un client renoncerait-il à ce progrès et ces innovations qui répondent à ses attentes et ses besoins ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Delphine. L'e-commerce ne cesse de croître et nos habitudes ne sont pas prêtes de changer. Enfin, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on traite d'un dernier sujet. On entend souvent parler des conséquences environnementales catastrophiques de l'e-commerce, la pollution, le réchauffement climatique et j'en passe. Est-ce que tu penses que l'e-commerce est compatible avec l'écologie et avec une démarche RSE ? J'aimerais pouvoir te dire, Iria, que l'e-commerce en France ou ailleurs n'a aucun impact environnemental, mais avec 1,8 milliard de transactions réalisées en France en 2020, forcément, il y a un impact. Cette empreinte carbone est d'ailleurs au cœur des préoccupations des consommateurs qui deviennent ce qu'on appelle des consommateurs en faveur du développement durable. Et ce besoin exprimé par leurs clients, les entreprises l'ont bien compris. C'est bien pour cette raison que la majorité des dirigeants mettent la RSE comme une priorité stratégique et essentielle à la survie de leur entreprise. En tant qu'entreprise, on se doit d'être ingénieux, d'avoir des préoccupations au cœur de nos réflexions pour mettre en place des livraisons plus vertes et en limitant la multiplication des intermédiaires pour optimiser les livraisons, par exemple. Parfois, on croit à tort qu'un achat en ligne est plus polluant qu'un achat fait dans une boutique physique, mais pas forcément. Un site de vente en ligne peut proposer des produits fabriqués en France, respectueux de l'environnement, et les faire parvenir aux consommateurs via un mode de livraison tout à fait écologique. Et à contrario, un magasin en bas de chez toi peut proposer du Made in China suremballé avec des matières polluantes livrées par un camion à moteur thermique. C'est donc aux consommateurs de rester vigilants et d'agir en conséquence. Merci Delphine pour ton temps et pour cette richissime interview sur l'e-commerce en 2021 qui nous a permis de tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'e-commerce. Merci Iria encore pour ton invitation. Et merci à vous, nos fidèles auditeurs, de nous avoir fait confiance encore une semaine. J'espère que cet épisode du podcast Let's Go Digital vous a plu et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle rencontre avec un expert du digital. À bientôt!